Après la tornade, j'ai envoyé ma fille de 16 ans chez mes parents, pendant que je restais sur place, pour apporter mon aide en tant que médecin. Il n'y a plus de place, ont-ils dit, avant de la laisser planter dehors. Ma sœur, avec ses 3 enfants, vit là-bas gratuitement. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Et, 2 semaines plus tard, c'était eux qui paniquaient. Le premier appel, je ne l'ai pas ignoré. Je ne l'ai tout simplement pas entendu. Quand les couloirs sont pleins à craquer, quand vous fonctionnez sans aucun sommeil pour la 3e journée d'affilée, quand il y a une file de personnes qui se vident de leur sang derrière les prochaines portes, oui, la sonnerie d'un téléphone, ça ne s'enregistre pas vraiment dans votre cerveau. Bonjour, je suis Tiffany, médecin urgentiste, dans l'Oklahoma. Cette semaine-là, nous avons été frappés par une tornade, l'une des plus violentes. Pas assez pour raser toute la ville, mais elle a tout balayé sur son passage, comme un chauffard ivre sur une route à 2 voies. Techniquement, tout tenait encore debout, mais plus rien n'était pareil. L'hôpital était un véritable chaos. Le personnel fonctionnait en pilote automatique. Personne ne vous demandait si vous aviez mangé. Personne ne prenait de pause. Il fallait juste avancer. J'en étais à ma 3e garde d'affilée. Alors, non, je n'ai pas entendu le premier appel, ni le 2e. Au 3e, j'ai baissé les yeux par hasard. Un simple réflexe musculaire. J'ai vu son nom s'allumer à l'écran. Olivia, ma fille. Ce nom-là, il fait toujours un effet différent. Je me suis mis en retrait, et j'ai fait un signe de tête rapide à l'infirmière, couvre-moi une seconde. Je me suis adossé au mur, je me suis préparé mentalement, et j'ai décroché. Sa voix tremblait. Maman, je suis dehors. Ils ne veulent pas me laisser entrer. Il m'a fallu une seconde, pour que ces mots prennent tout leur sens. Quoi? Attends, de quoi parles-tu? Ils ont dit, il n'y a plus de place. Ils m'ont dit de partir. Et, d'un seul coup, le bruit autour de moi s'est estompé, comme si j'étais sous l'eau. Comme si la pièce se repliait sur elle-même. Où es-tu en ce moment? Je serrais le téléphone si fort, qu'il aurait pu exploser. Je suis devant la maison de grand-mère. Au portail. J'ai sonné. J'ai frappé. Elle a regardé par la fenêtre, et m'a dit qu'elle devait y aller. Elle a dit, il y a déjà trop de monde à l'intérieur. La voix d'Olivia s'est brisée, toute petite, et fatiguée. Je ne voulais pas te déranger. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Que pouvait-elle faire de plus? Ma fille de 16 ans, celle que j'avais éloignée de la ville pour la mettre en sécurité, pendant que je restais sur place, à soigner des étrangers aux côtes broyées et aux membres arrachés, se retrouvait maintenant à la porte, comme un chien errant. Tout simplement parce que ses grands-parents avaient décrété qu'il manquait de place. J'appelle tante Cindy. Je te rappelle tout de suite. D'accord? Tu te souviens où elle habite? Oui, je crois. Tu m'avais dit que c'était tout près. J'ai raccroché. J'ai appelé Cindy. Dieu merci, elle a répondu. Tiffany, est-ce qu'Olivia peut rester chez toi quelques jours? Mes parents lui ont fermé la porte au nez. Cindy a juré bruyamment. Bien sûr, j'y vais tout de suite pour la récupérer. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai raccroché, j'ai rappelé Olivia, je lui ai donné l'adresse, et je lui ai dit de m'appeler dès qu'elle y serait. Ensuite, j'ai pris une grande inspiration. Il me restait une dernière grenade à dégoupiller. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu, comme si c'était un mardi ordinaire. Bonjour, Tiffany. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Comment ça, que veux-tu dire? Tu as renvoyé Olivia. Elle était devant ta porte. Un silence, puis, d'une voix toujours aussi glaciale, il y a déjà beaucoup de monde ici. Tu sais bien que Johan séjourne avec les enfants. Je t'avais dit que ce serait temporaire. Nous en avions discuté. Tu savais qu'Eric et moi allions travailler sans arrêt. Je t'ai demandé de la prendre, juste pour quelques jours. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, Tiffany. Ne sois pas si dramatique. Olivia est assez grande. Elle peut se débrouiller toute seule. Ce n'est pas la fin du monde. Et voilà. La phrase qui a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre. Nous ne sommes pas une œuvre de charité.
Dire ça de leur propre petite fille, de ma fille. En arrière-plan, j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide. Quelque chose s'est fracassé. Un moniteur a bipé, mais je n'ai pas bougé. J'ai simplement appuyé sur le bouton pour raccrocher. Pas de pleurs, pas de cris, juste le silence. Même dans ma tête, c'était comme si un interrupteur avait basculé. Clic. Et j'ai su que c'était fini. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je me suis retourné, et je suis retourné aux urgences, comme si de rien n'était. En ce moment, Olivia est chez tante Cindy. Je sais qu'elle va bien. Elle est probablement blottie sur le canapé, sous une couverture, avec une tasse de chocolat chaud. Et, connaissant Cindy, elle est sûrement couverte de ce genre d'amour inconditionnel, que l'on ne trouve généralement qu'en thérapie, ou dans les films Pixar. Cindy a toujours su comment apaiser la douleur. Pas de drame, pas de leçon de morale, juste du thé, un endroit calme pour s'asseoir, et une voix douce, qui vous fait sentir que vous n'êtes pas un fardeau. Si j'avais pu tout laisser tomber cette nuit-là, et conduire directement chez elle, je l'aurais fait, juste pour serrer Olivia contre moi. Juste pour effacer cette expression de son visage. Cette douleur silencieuse, celle qui ne crie pas, qui ne jette pas d'objet, mais qui s'installe dans votre poitrine, et qui vous ronge de l'intérieur. Je connais cette douleur. J'ai grandi avec. Mais les salles de traumatologie ne font pas de pause pour les urgences de maman. Alors oui, j'ai continué à travailler, comme une machine en pilote automatique. Et, au fond de mon esprit, une seule pensée tournait en boucle. Comment diable ai-je pu laisser la situation aller aussi loin? Pas, pourquoi ne l'ont-ils pas laissé entrer? Cette partie-là, elle est facile à comprendre. Mes parents ont toujours fonctionné selon un livre de règles non écrites. Le genre de règles qui restent invisibles, jusqu'à ce que vous en brisiez une par accident, et là, boum, vous êtes éliminé. Excommunié. Sans aucun appel possible. Apparemment, Olivia a franchi une ligne sacrée. Peut-être qu'elle les a regardés de travers. Peut-être qu'elle a dit qu'elle voulait devenir ingénieure, au lieu d'influenceuse sur Instagram. Ou peut-être, Dieu nous en préserve, qu'elle a refusé un deuxième biscuit. Mais, ce n'était pas la vraie question. La véritable question, c'était la suivante. Comment moi, parmi toutes les personnes possibles, ai-je pu laisser ma fille marcher droit dans le même hachoir à viande émotionnelle, auquel j'avais à peine survécu? Comment ai-je pu la confier aux mêmes personnes, qui ont passé la moitié de ma vie à m'apprendre que je n'étais jamais assez bien? Et, d'un seul coup, les souvenirs ont afflué. J'étais toujours l'autre, comparé à Joanne. Elle était la plus jeune, l'enfant prodige, née avec un nœud dans les cheveux, et un projecteur dans la poche. Elle était faite pour les cartes de vœux, et les applaudissements polis. Joanne adorait tout ce qui brillait. Les pinces à strass, les robes à volants, et les ballerines déclinées en 4 nuances de rose. À 6 ans, il lui fallait un environnement plus créatif. À 10 ans, elle défilait devant le miroir de sa chambre. Et à 15 ans, ma mère la conduisait dans des studios de maquillage, pour les jeunes filles photogéniques. Moi, j'avais demandé un microscope pour Noël. Je ne l'ai pas eu. Trop peu féminin. Trop bizarre pour une fille. Quand j'avais 11 ans, j'ai participé à l'expo sciences de l'école. J'avais construit un modèle articulé de la main humaine. Les articulations, les tendons, les ligaments, des diapositives, des schémas, tous les termes mémorisés. Ma mère la regardait, comme si je venais d'apporter un animal mort dans la cuisine. C'est un peu trop visuel, Tiffany. Tu devrais peut-être t'en tenir à peindre des fleurs. Le lendemain, Joanne a peint une aquarelle d'un arc-en-ciel et d'un papillon. Elle a fini sur le frigo. Mon modèle de main, lui, est parti direct au garage. Je suis d'ailleurs presque sûr qu'il y est encore. Coincé sous une boîte de guirlandes de Noël. Pour les cadeaux, j'ai reçu des bottes, un sac à dos, et un manteau d'hiver dans lequel tu vas grandir. Joanne a reçu un chiot, un iPad, et un collier avec un gilet à paillettes. On m'a appris à être pragmatique. On lui a appris à être adoré. Si Joanne cassait quelque chose qui m'appartenait, c'était ma faute, j'avais été imprudente de le laisser traîner. Mais si j'avais le malheur d'effleurer ses affaires, que Dieu me vienne en aide. Le jour de ma remise de diplôme, ma mère était trop occupée pour une vraie séance de shopping. Nous avons pris une robe en liquidation, à $140.
Autour de Johan, coiffure, maquillage, et une robe à $300, commandée sur un site de boutique chic. Une séance photo complète, avec des ballons à l'hélium. Les temps ont changé, avait dit maman. Oui, changé, mais toujours en faveur de Johan. Elle m'a toujours dit que j'étais trop sérieuse. Que l'intelligence ne fait pas tout pour une fille, que le but d'une femme, c'est la famille, le soutien, et l'équilibre. Ma tante Cindy, la petite sœur de mon père, a été la seule à dire le contraire. Tu n'es pas bizarre, Tiffany, m'a-t-elle dit un jour. Tu es juste plus intelligente que ce qu'ils sont capables de gérer. Et ce n'est pas un défaut. Cindy n'a jamais eu d'enfant à elle. C'est peut-être pour cela qu'elle nous voyait, non pas comme des rôles ou des responsabilités, mais comme de vraies personnes. Avec elle, je n'avais pas besoin de me faire toute petite. Et c'est exactement la raison pour laquelle je l'ai appelée, à la seconde même où mes parents ont fermé la porte à Olivia. Parce que je savais que Cindy ne le ferait pas. Elle ouvrirait sa porte. Elle ouvrirait ses bras. Et elle la croirait. Quand je suis entré à la faculté de médecine, ma mère s'est contentée de secouer la tête. Tu veux vraiment passer ta vie à fouiller dans les entrailles des gens, jusqu'au coude? C'est tellement brutal. Elle espérait que je choisirais quelque chose de plus féminin. La littérature, peut-être, ou la psychologie, quelque chose de délicat. Mais moi, je voulais guérir les choses depuis l'âge de 5 ans. Je bandais mes poupées avec du papier toilette. Je leur faisais des piqûres, avec des zestes d'orange et des cure-dents. Maman pensait que c'était une phase. Ça ne l'était pas. Puis, j'ai épousé Eric, et j'ai déménagé dans l'Oklahoma. Il est médecin, lui aussi. En médecine d'urgence. Un département différent, mais le même chaos. Nous courons vers le danger, au moment même où tout le monde le fuit. Ma mère ne l'a pas aimé dès le début. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il ne la laissait pas m'avaler toute crue, comme elle en avait pourtant l'habitude. Notre première visite officielle, c'était à Noël. Moi, lui, et une bague au doigt. La magie des fêtes, des jugements enrobés de paillettes, et une dinde servie avec une bonne dose d'agressivité passive. Maman a essayé d'être gentille, mais la subtilité n'a jamais été son point fort. Imaginez l'énergie d'une porte de micro-ondes cassée. Pendant le dîner, elle a demandé si nous n'allions pas un peu trop vite. Vous vous connaissez à peine, tous les deux. Tiffany, tu pourrais prendre ton temps. Je suis restée silencieuse. Une tactique de survie. Un grand classique. Eric, par contre. Eric l'a regardé droit dans les yeux, plus calme que jamais, et a dit, je pense que Tiffany est tout à fait capable de prendre cette décision. Et honnêtement, je suis honoré qu'elle m'ait choisi. Pas de cris, pas d'arrogance, juste des limites posées avec gentillesse. La table est devenue silencieuse. Les fourchettes sont restées figées en l'air. Maman l'a regardé, comme s'il venait de ramener de la boue sur son tapis tout blanc. Et voilà. À partir de ce moment-là, il n'était plus son genre de personne. Traduction, il ne jouait pas selon ses règles, et il ne la laissait pas contrôler l'histoire. À la naissance d'Olivia, ils ont apporté une serviette. Rose, et brodée. Les cadeaux pratiques, c'est important aussi, avait dit maman. Quand Johan a eu son premier enfant, ils ont débarqué avec une commode, une poussette, un purificateur d'air, et, avec maman en personne. Elle a carrément emménagé, pour aider avec le bébé. Quand Johan a divorcé, avec 3 enfants sur les bras, sans emploi, et endetté jusqu'au cou, maman a dit, elle a eu une année difficile. Nous devons la soutenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils vivent tous dans la maison de mes parents, sans payer de loyer, carburant à l'amour et aux valeurs familiales. Pendant ce temps, moi, je payais l'assurance maladie de mes parents, je couvrais une partie de leur prêt hypothécaire, et je leur envoyais chaque mois de l'argent, au cas où. J'ai même payé les frais de scolarité de la fille de Johan. Et pourtant, Olivia, elle, n'a jamais vraiment compté. Pas comme les enfants de Johan. Eux, on ne les laisse pas dehors dans le froid. La mienne? Apparemment, oui. Je crois que je l'ai toujours su. Je refusais simplement de l'admettre, mais les signes étaient partout. À Noël dernier, Jérémy, le fils de Johan, a reçu un drone. Le modèle complet, avec caméra, GPS, la totale.
Olivia, elle, a eu un pyjama avec des motifs de chien, et des chaussettes. Maman a dit, c'est très mignon. C'est bien pour les filles d'apprendre à rester sagement à la maison. Quand Olivia a remporté un prix régional de robotique et d'ingénierie, oui, régional, j'ai envoyé une photo sur le groupe de discussion de la famille. Silence radio. 2 jours plus tard, papa a répondu avec un autocollant de pouce en l'air. Et 1 heure après, il postait une photo de Jérémy, lors d'une course amusante à l'école. Il n'avait pas gagné, il avait juste couru. Joanne est là en arrière-plan, rayonnante, tenant une pancarte, tu es le meilleur. Des commentaires, des cœurs, des partages. Ma photo, rien du tout. Pas même un emoji de pitié. Je me souviens avoir simplement fermé la conversation. Je n'ai pas quitté le groupe. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste fermé, parce que ça faisait mal. Honnêtement, sans Eric, sans son amour, et sans sa patience, je serais peut-être devenue l'une de ces femmes endurcies, qui confondent l'indépendance avec un mode de survie. Il travaille tout autant que moi, et peut-être même plus. Mais, chaque fois que je rentre à la maison, il me prend dans ses bras, me prépare du thé, et me dit que je suis une sacrée héroïne. Même si je viens de passer 6 heures avec du plâtre et du sang jusqu'au coude, il est la première personne à m'avoir jamais dit, tu n'es pas brisé. Ils n'ont tout simplement jamais vu ta valeur. Alors, quand j'imagine Olivia devant la maison de mes parents, épuisée, couverte de la poussière du voyage, entendant des voix derrière la porte débattre pour savoir s'il fallait la laisser entrer ou non, j'ai su que c'était terminé. C'était le moment charnière. Je ne laisserai pas ma fille grandir dans le même champ de mines émotionnelles que moi. Et si cela signifie couper les ponts avec mes propres parents, qu'il en soit ainsi. Pas de cris, pas de drame, c'est juste fini. Parce que cette scène, celle de la porte qui ne s'est pas ouverte, ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Et vous savez ce que j'ai entendu de la part de ma mère, depuis ce jour? Rien. Pas un appel, pas un texto, pas même un faux « oups, désolé ». Mais, cette fois-ci, je ne vais pas rester silencieuse. Pas pour moi. Pour Olivia. Je suis rentré chez moi, juste avant minuit. Mes yeux me brûlaient, et mon cerveau bourdonnait, comme si quelqu'un avait installé une ligne à haute tension à l'intérieur de mon crâne, et l'avait poussé à son maximum. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai enlevé mes chaussures d'un coup de pied, et je suis resté planté dans le couloir. Aucune pensée, aucune émotion, juste une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Ça suffit. Eric était encore debout. Il l'est toujours. Le thé était prêt, la couverture m'attendait, la lampe du salon était allumée. Et il avait ce regard, fait d'inquiétude, mais sans aucun interrogatoire. Il n'a pas dit un mot au début. Il s'est simplement approché, a passé ses bras autour de moi, et m'a laissé respirer contre sa poitrine. Ils ne l'ont pas laissé entrer, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. J'ai parlé à Olivia. Elle dit qu'elle va bien, mais ce n'est pas le cas. Je me suis assise sur le canapé, j'ai retiré mes chaussettes, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas d'échauffement, pas de grand discours. Je suis allé directement sur l'application de ma banque. Eric s'est assis à côté de moi. Tu es sûr, a-t-il demandé doucement. J'ai fini, ai-je dit. J'ai passé ma vie à payer pour un amour que je n'ai jamais vraiment reçu. Et ça se termine maintenant. Première chose à supprimer. Ces petits extras, que je transférais à mes parents chaque mois. Discrètement, sans jamais réclamer de remerciements. Effacer, ligne par ligne. Ensuite, le prêt hypothécaire. Et oui. La maison où ma fille a été refoulée, comme un chat de gouttière. La maison que j'ai aidé à payer. La maison que je considérais comme la maison familiale. Non. Plus maintenant. Suivant. Les frais de scolarité à l'université. La fille aînée de Joanne. Je connais à peine cette fille, mais c'est moi qui réglais la facture, parce que Joanne est en difficulté. Parce qu'elle a besoin d'aide. Et parce que, tu gagnes bien ta vie, Tiffany. Oui, c'est vrai. Mais non, je ne paierai plus pour la paresse des autres, au nom de soi-disant valeurs familiales. Annulé. L'assurance maladie venait ensuite. J'avais ajouté mes parents à mon régime d'assurance de l'hôpital.
Un tarif réduit, des tonnes de paperasse, et d'innombrables emails aux ressources humaines pour expliquer à quel point c'était important. Parce qu'ils sont âgés, parce que papa souffre d'hypertension, et parce que maman a toujours un nouveau problème de santé chaque semaine. J'ai fixé leur nom sur l'écran, et j'ai cliqué sur supprimer. Sans colère, sans désir de vengeance, juste un grand ménage. Comme quand on jette un aliment périmé, avant qu'il n'infecte tout le reste du frigo. Pendant que je naviguais d'un onglet à l'autre, je me suis souvenu de comment tout cela avait commencé. La première fois que maman a prononcé ces mots. Joanne traverse une période difficile. Elle a les enfants, les prêts à rembourser. Toi, tu gagnes bien ta vie. Et j'ai accepté, une fois, puis deux, et c'est devenu un véritable système. Joanne avait promis, je te rembourserai quand les choses iront mieux. Alerte spoiler, elles ne se sont jamais améliorées. Et d'ailleurs, personne n'a jamais eu l'intention de le faire. J'ai payé pour les réparations de la maison, une nouvelle machine à laver, leur voyage à Disneyland, car, apparemment, Jérémy méritait une enfance magique. Plus récemment, maman m'avait demandé de financer des vacances en Europe. Pour 4 personnes. Non, 3. Elle, papa, et Joanne. Elle affirmait qu'ils avaient besoin de se détendre, et de s'inspirer de la culture européenne. Je lui ai répondu que je n'avais pas ce genre de budget en ce moment. Elle s'est offusquée. Elle a dit que j'étais radine avec ma famille. Elle a dit, je n'ai jamais vraiment su comment être généreuse avec mon temps. Je n'y avais pas prêté attention. Mais, aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas pour cela qu'ils ont refoulé Olivia. Du genre, oh, tu ne paies pas pour notre voyage? Eh bien, nous ne devons pas de lit à ton enfant. Si c'est vrai, ce n'est pas seulement mesquin, c'est abject. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation d'avoir vraiment dormi. Pas un sommeil de médecin, mais un sommeil d'être humain. Comme si je ne traînais plus derrière moi cette version fantôme de ma famille, qui n'existait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Olivia est rentrée 3 jours plus tard. À la seconde où elle a franchi la porte, je l'ai vue. Elle se préparait au choc, elle essayait de tenir bon. Cet instinct générationnel, ne pas s'effondrer, ne pas faire de scène. Elle a posé son sac, et a demandé, « Maman, es-tu en colère contre moi ?» Pas de, « Comment vas-tu ?» Pas de, « Que s'est-il passé ?» Juste, « Es-tu en colère ?» Parce que, dans sa tête, elle pensait toujours que c'était de sa faute. Qu'elle avait fait quelque chose de mal, et quelle était la raison pour laquelle il lui avait fermé la porte au nez. Nous avions parlé au téléphone tous les soirs. Je lui avais répété, encore et encore, que ce n'était pas de sa faute. Mais sa voix restait toute petite, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais doucement, profondément. Je l'ai serré dans mes bras. Les appels téléphoniques ne règlent pas tout. Parfois, on a juste besoin de tenir son enfant contre soi, pour qu'il puisse enfin relâcher la pression. Olivia, lui ai-je dit, tu n'as absolument rien fait de mal. Vraiment rien. Ce sont eux qui ont eu tort. Et je suis désolé. Je n'aurais jamais dû les laisser t'approcher. Je pensais qu'ils seraient meilleurs avec toi, qu'ils ne l'avaient été avec moi. Je me suis trompé. Elle a levé les yeux vers moi, d'un regard calme et assuré, puis elle a hoché la tête, comme si elle y croyait enfin. Comme si, peut-être, juste peut-être, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. « Est-ce que tu leur as parlé ?» a-t-elle demandé. « Il n'y a plus rien à dire », ai-je répondu. J'ai tout coupé. L'argent, le soutien, absolument tout. Nous ne leur devons plus rien. Pas un centime, pas une explication, pas même une seconde pensée. Même grand-mère ? Surtout grand-mère, ai-je dit. Si l'on est capable de rejeter un enfant à sa porte, on s'exclut officiellement de cette famille. Nous ne faisons plus partie de ce cirque. Elle a hoché la tête de nouveau. Elle a encaissé le coup, puis a dit doucement, je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Je suis resté là. Je croyais qu'il finirait par ouvrir la porte. Je l'ai tiré vers moi, et je l'ai serré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Comme si j'étreignais toutes les versions d'elle-même, qui avaient un jour pensé devoir mériter l'amour. Tu n'auras plus jamais à attendre comme ça, ai-je murmuré. Devant la porte de personne. S'il n'y a pas de place pour toi quelque part, nous en créerons une ensemble. C'est compris.
Elle a hoché la tête. C'est compris. Nous nous sommes blottis sur le canapé, nous avons mis une vieille comédie loufoque, qu'elle adorait quand elle avait 10 ans, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, nous nous sommes simplement reposés, ensemble. 2 semaines ont passé. Aucun argent de ma part. Et, réglé comme du papier à musique, le manège a commencé. Des textos, des appels, des messages vocaux, les uns après les autres. Maman, papa, Johan, as-tu oublié de faire le virement? Comment sommes-nous censés payer le prêt? Te rends-tu compte que nous pourrions perdre la maison? Es-tu en train de nous punir, et pourquoi? Olivia va bien, n'est-ce pas? Elle est restée chez Cindy. Où est le problème? La famille, c'est le pardon. Tiffany, tu es en train de nous déchirer. Je suis restée silencieuse pendant 1 jour, puis 2, puis 3. Et puis, un matin, assise sur le porche avec une tasse de café, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ma voix ne tremblait pas. Vous n'avez pas laissé entrer ma fille. Sans aucun avertissement. Sans aucun regret. Elle était à votre porte, et vous ne l'avez pas ouverte. Vous saviez que je travaillais. Vous saviez qu'une tornade nous avait frappés. Vous saviez qu'elle allait venir. Et malgré cela, vous avez choisi de ne pas la laisser entrer. J'ai tout payé. L'électricité, le toit au-dessus de vos têtes, votre confort, et en retour, vous avez fait de moi un distributeur de billets sur pattes. Eh bien, c'est terminé. Je ne vous dois plus rien. Ni à vous, ni à Johan. Alors, allez-y. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'avoir besoin de quelqu'un, d'avoir peur, et de se voir fermer la porte au nez. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Puis, je l'ai éteint. Et vous savez quoi? Je ne me suis pas senti coupable. Ni d'avoir été ferme, ni d'avoir été froide, ni d'avoir choisi de nous privilégier. Tout ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de clarté silencieuse. Comme si l'air s'était enfin calmé, après la tempête. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste moi, annulant enfin mon abonnement à un genre d'amour que je n'ai jamais vraiment reçu. Et c'était bien plus facile que je ne l'aurais cru. Parce que, lorsque vous sauvez votre fille du même feu qui vous a brûlé pendant votre enfance, c'est à ce moment précis que vous cessez d'être simplement une mère, pour devenir une femme libre. Environ 1 mois après avoir officiellement pris ma retraite de distributeur de billets familial, les petits miracles ont commencé. De vraies lettres physiques ont commencé à arriver, en plein 2024. C'était, en gros, un véritable appel à l'aide. Puis sont venus les textos, les appels, les messages vocaux dramatiques. Tous remplis de silence, de tentatives de culpabilisation, et de chagrins exagérés. Il s'est avéré qu'ils avaient commencé à recevoir des notifications de paiement. Papa a reçu une lettre, concernant un retard sur le prêt hypothécaire. Apparemment, la maison dont ils avaient claqué la porte au nez de ma fille ne se paie pas toute seule par magie. Qui l'eût cru? Johan a reçu un avis de l'université de sa fille. Votre payeur n'est plus actif. Veuillez contacter le service facturation. Aïe. Et la cerise sur le gâteau, un appel de la clinique. Il s'avère que l'heureux rendez-vous de maman a été annulé. Son assurance avait cessé de couvrir son insatisfaction chronique face à la vie. Il faut croire qu'elle est désormais hors réseau. Ensuite, la nouvelle vague d'appels culpabilisants a commencé. As-tu perdu la tête? Mon bébé n'aura pas d'éducation. Et un peu de cœur. Comment peux-tu faire ça à tes propres parents? Tu es médecin, tu nous le dois bien. Je n'ai pas répondu. Pas un seul appel, ni un seul message larmoyant essayant de renouer le contact. Quelques jours plus tard, ils sont passés au niveau supérieur. C'était l'heure de la honte publique. L'amie de maman, Marjorie, journaliste locale, véritable reine des histoires tristes sur les chats perdus et les ventes de gâteaux sous-financés, a décidé d'écrire un article à charge. Le titre, Quand les enfants oublient, un couple laissé pour compte. L'article avait tout pour plaire. Une nostalgie larmoyante, des souvenirs déformés de mon enfance, une photo légèrement floue de mes parents sur leur Porsche, ayant l'air tragiquement abandonnés, et, bien sûr, une lourde dose de culpabilisation passive-agressive. Leur fille est un médecin brillant, mais, lorsqu'ils ont eu le plus besoin d'elle, elle a disparu. Où est la gratitude que nous espérons tous?
Oui, où est-elle donc passée? L'article a été publié en ligne, et, je me demande bien qui, quelqu'un l'a partagé avec chaque parent, ami de la famille, et, roulement de tambour. Avec la réception des ressources humaines de mon hôpital. Quelqu'un a même déposé une copie papier à l'accueil. Ce n'est pas ma famille qui m'en a parlé. Je l'ai appris par une infirmière des urgences, pendant une pause. Et, tu as vu ça, a-t-elle demandé, en faisant glisser le journal sur la table. Je l'ai lu, mot pour mot. D'abord, j'ai tremblé, puis je suis devenu glacial, et ensuite, étrangement calme. Vous savez, ce moment où quelque chose vous blesse depuis si longtemps, que le nerf finit tout simplement par mourir? J'ai passé 2 appels. Le premier au journal, de manière polie, mais ferme, en utilisant des termes juridiques, tels que diffamation, atteinte à la vie privée, et relevé financier documenté. Le second appel fut pour l'équipe juridique de l'hôpital, juste au cas où. Ensuite, j'ai envoyé un email. En pièce jointe, il y avait 6 années de relevés de paiement, de documents d'assurance maladie, de factures de frais de scolarité, et un petit mot qui disait « La famille, ce n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est juste une facture sans fin, que vous continuez de payer en silence. » 48 heures plus tard, un minuscule rectificatif est apparu à la page 4. Après la parution de l'article, de nouveaux documents ont été soumis. Certains faits étaient incomplets. Nous nous excusons pour ce malentendu. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La famille élargie. Ah, les Jeux Olympiques du jugement. Ils avaient déjà reçu l'article, accompagné de commentaires du style « Regardez ce que Tiffany est devenue. Comment a-t-elle pu abandonner ses propres parents? Tout ça pourquoi? Une carrière, de l'argent. » J'ai attendu le bon moment. Puis, j'ai transféré le rectificatif à tous les contacts de ce groupe de discussion. J'y ai joint une capture d'écran de la rétractation, un résumé de tous mes paiements, et une seule phrase. Voici ce qui s'est réellement passé. J'en ai eu marre d'être utile, seulement quand je restais silencieuse. Le silence total. Jusqu'à un matin. Un nouveau message sur le groupe familial, posté par tante Cindy. Une photo de billets de croisière. La Méditerranée, l'Italie, la France, la Grèce, et une carte signée de ma main, merci d'avoir été la seule adulte à m'avoir dit un jour que j'étais quelqu'un de bien. Même si ma mère ne le pensait pas. Cindy avait écrit en légende, ma nièce préférée a réalisé l'un de mes rêves. Une croisière. Que Dieu te bénisse, Tiffany. Tu as toujours été la lumière de cette famille. Je savais que maman l'avait vue. Joanne, aussi. Et tout le reste du public. Encore plus d'appels, encore plus de doigts pointés. J'ai regardé mon téléphone, j'ai lu les messages, puis je les posai, face contre la table. J'ai fini de m'expliquer. Les personnes qui voulaient vraiment comprendre, l'ont déjà fait. Une année a passé. Mes parents ont vendu la maison. Ils n'arrivaient plus à suivre le rythme des paiements. Ils ont emménagé dans un mobil-home. Ils disent que c'est confortable. Qu'il y a moins de pression. Joanne travaille dans un salon de coiffure. Elle m'envoie toujours des cartes passives-agressives pendant les fêtes, sans adresse d'expéditeur. Sa fille n'a pas abandonné ses études. J'imagine qu'ils ont fini par trouver l'argent. C'est incroyable ce que les gens sont capables d'accomplir, lorsqu'ils y sont forcés. Et moi? Je suis à la maison avec Eric, avec Olivia. Nous préparons des crêpes le dimanche, nous jouons à des jeux de société. C'est calme, parfois même ennuyeux. Mais vous savez ce que je ressens? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci à vous. Laissez un commentaire, et dites-moi ce que vous en pensez. Ai-je pris la bonne décision? Suis-je allé trop loin? Qu'auriez-vous fait à ma place? Et si cette histoire a touché une corde sensible, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres histoires comme celle-ci sont à venir. Oh, et une dernière chose. Si vous avez une tante Cindy dans votre vie, accrochez-vous bien à elle. Et si vous êtes la tante Cindy de quelqu'un, merci pour tout.